Ah oui, d'accord. Bonjour. Eh bien, je vous remercie d'être venus ici, surtout si nombreux, pour participer à cette table ronde sur les apocalypses nucléaires. La lumière est verte. Le titre étant un hommage à un recueil de nouvelles publié dans la collection Folio Junior, une anthologie constituée par Christian Grenier il y a au moins 30 ans de ça, qui était une collection très intéressante sur les thématiques de la science-fiction pour la littérature, pour la jeunesse, pour les adolescents. Donc pour participer à cette table ronde, nous avons tout à fait à ma gauche Éric Pichol, qui est physicien, spécialiste des lasers. Thomas Day, qui est écrivain, qui a aussi des activités d'éditeur, puisque tu diriges la collection Lune d'encre chez De Noël. Oui, tout à fait. Et qui est l'écrivain dont on a pu apprécier beaucoup de livres ces dernières années, à commencer par La Voix du Sabre, je suis en train de me perdre dans mes petites notes, L'Instinct de l'écarisseur évidemment, et puis je cherchais surtout mes notes parce que je me trompe toujours de titre dans ces cas-là, Du sel sous les paupières, qui est sorti cette année et qui est à la librairie et qui est un très chouette livre. On a également avec nous quelqu'un qu'on ne présente plus du tout, c'est Norman Spinrad, qui est un de nos ouvriers spécialisés en science-fiction, qui a enfilé les succès et les livres fondateurs dans la science-fiction, évidemment à commencer par Jack Baron et l'éternité, il y a quelques années maintenant. Et puis j'attire votre attention sur ces deux derniers livres, Le Temps du rêve, qui est sorti chez Fayard, et Oussama, qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, Oussama, et Oussama, qui était sorti il y a 1 ou 2 ans, si je me souviens bien. Le 31 d'octobre, était lancé comme ça. Tout à fait. Et pour Halloween. For Halloween, bah oui. C'était une très bonne date. Et à côté de moi, Daniel Tron, donc, qui est plutôt spécialiste de cinéma. Bon, bah si on veut. Donc on va se contenter de ça. Donc, la première chose à dire sur l'apocalypse, c'est que l'apocalypse nucléaire est quand même un thème assez récurrent dans la science-fiction. L'apocalypse est un thème récurrent de la science-fiction, l'apocalypse nucléaire particulièrement, puisqu'il y a plein de manières de voir arriver la fin du monde. On trouve quelques apocalypses nucléaires tout à fait réussi, par exemple Malville de Robert Merle, Une rose au paradis de Barjavel. On peut même supposer que c'est une apocalypse nucléaire dans La planète des singes de Pierre Boulle, pour rester chez les Français. Et puis ensuite Philippe Dick, Docteur Bleu de Monet, La vérité avant-dernière, des gens comme Stefano Benni pour Terra, et puis peut-être Le rivage oublié de Kim Stanley Robinson, qui présente de belles apocalypses aussi. C'est vrai qu'en général, la science-fiction se penche plutôt sur la survivance après l'apocalypse, ce qu'on appelle une littérature post-cataclysmique. Le cinéma est plein de films également post-apocalyptiques, nous parlerons avec Daniel Tron, mais j'ai envie de poser une première question particulièrement à Éric Pichol, notre scientifique, puisque, je vais tout faire tomber, c'est une catastrophe. Puisque l'apocalypse étant annoncé cette année, je voulais savoir si la nuit du 20 décembre, ce sera une apocalypse nucléaire ou pas, qu'en pensent les physiciens. Je vais essayer de te faire une réponse de physicien. Le drame, c'est que si je te fais une réponse personnelle, à titre individuel, je vais te dire que c'est effectivement un gag et que c'est plutôt réussi de voir comment les médias arrivent à emballer le public avec ce genre de choses, et c'est assez drôle. Peut-être qu'on pourra, grâce à ça, médiatiser un peu plus la science-fiction. Le drame, c'est que la science-fiction, les maisons de science-fiction ferment après le 21, puisque la prédiction aura échoué. Maintenant, si tu fais appel aux scientifiques, je vais te faire une réponse double. D'une part, c'est le genre de question qui n'a absolument rien à voir avec la science, et la physique n'a rien
dira ça. Il faudra demander à Gérard Klein, un prospectiviste ou à un spécialiste des mythes. Mais la science, effectivement, n'a rien à voir avec ce type de prédiction. En revanche, les scientifiques, en tant que corporation, ont quelque chose à dire là-dessus. Et au lendemain d'Hiroshima, il y a une association de scientifiques qui s'est fondée, qui est l'association des physiciens atomistes du monde, qui a cherché à évaluer le risque et qui ont, pour communiquer leurs inquiétudes, inventé un dispositif qui était ce qu'ils appelaient l'horloge de la fin du monde. Qui était une horloge supposée arriver à minuit au moment de la fin du monde. Et en fonction des dangers de l'époque, ils avançaient ou ils reculaient. Alors Hiroshima, ça fait maintenant, ça fait plus de 60 ans. Depuis 60 ans, on a la grande aiguille de cette horloge qui avance et qui recule. La grande aiguille, parce que au lendemain d'Hiroshima, il était, d'après ces physiciens, quelque chose comme minuit moins 4. Donc on avait déjà dépensé 23 heures sur les 24 qui nous restaient. La situation, heureusement, s'est un petit peu détendue. Il y a eu, ça a empiré pendant la guerre froide. Il y a eu des inquiétudes qui se sont relâchées. Donc la grande aiguille a navigué quelque part entre minuit moins le quart et minuit moins 2, je crois, au plus fort de la crise des missiles de Cuba. Aujourd'hui, eh bien, les gens qui surveillent ce genre de choses, et c'est une association qui a quand même reçu un prix Nobel de la paix, ce sont des gens qui font les choses sérieusement et sont très attentifs à ce genre de choses. Je n'ai pas vérifié, mais la dernière fois que j'ai consulté, on était à minuit moins 6. Donc des gens qui surveillent de très très près les dangers actuels. Alors plus personne ne croit, à court terme en tout cas, au risque d'une attaque nucléaire de l'URSS qui n'existe plus sur les États-Unis ou sur l'Europe. En revanche, il y a des bombes atomiques au Moyen-Orient, Israël ne cache pratiquement plus qu'ils ont 300 têtes nucléaires ou de cet ordre de grandeur. Il y a des grands débats sur le fait que l'Iran est en train ou pas d'essayer de se doter d'armes nucléaires. Il y a des armes nucléaires en Inde, il y a des armes nucléaires au Pakistan. Donc le 20 décembre, je ne vois pas de raison particulière pour que ça nous tombe dessus, mais il est loin d'être exclu qu'on ait à gérer des accidents nucléaires graves dans un futur moyen. Ouais. Et puis à la limite, un petit peu comme ceux qu'il y a eu à Fukushima récemment, de toute façon. Là c'est encore une autre question. Là, pour le coup, la communauté scientifique a aussi une réponse là-dessus. Il y a eu un rapport, il n'y a pas très très longtemps, il y a 5-6 ans, par Philippe Dariulla, qui est un très grand physicien français, qui est à la retraite maintenant, mais qui était le patron de l'une des grandes expériences du CERN, qui je crois était directeur général du CERN, à qui le gouvernement français avait demandé de faire un rapport sur les risques nucléaires, sur la dangerosité du nucléaire civil, des centrales nucléaires. Et la réponse de Dariulla avait été en deux temps. D'une part, d'un point de vue strictement technique, c'est de la très bonne technologie. Les premières centrales nucléaires étaient du type Tchernobyl, les centrales à graphite gaz, étaient effectivement des objets techniques très dangereux et qu'il était urgent de fermer. On les a à peu près toutes fermées, mais la technologie utilisée actuellement, celle des centrales à eau pressurisée, est essentiellement très fiable, sauf si on cherche à faire exprès de jouer avec. Mais ça revient sur la question du terrorisme que tu évoquais tout à l'heure, et j'en profite pour passer la parole. Je finis comme une seconde sur l'idée de Dariulla. Dariulla mettait quand même une très grosse réserve, qui était de dire quand on a commencé à faire des centrales nucléaires, on mettait dans chaque centrale nucléaire en permanence un physicien spécialiste de physique nucléaire et un ingénieur spécialiste des centrales nucléaires. C'était des postes de très haut prestige, très bien rémunérés, de très haut niveau, donc on avait en permanence, quoi qu'il arrive, des gens compétents pour gérer les crises. Le prestige de ces postes a diminué, les centrales nucléaires c'est devenu banal, ce sont des gens qui sortent de formations beaucoup moins prestigieuses qu'avant, et la compétence moyenne des gens qui sont capables de gérer les crises et les crises adviennent a tendance à décroître. Alors pour Dariulla, on n'était pas encore arrivé à un niveau dangereux, mais si on prolonge la courbe et si on continuait à être désinvolte à l'égard de la sécurité au motif qu'on n'avait jamais eu de problème jusqu'à présent, le manque de formation des gens qui gèrent le nucléaire pouvait amener des problèmes. Et la fin de son analyse, c'était que c'est effectivement ce qui s'était produit à Tchernobyl, où on avait laissé quelqu'un qui n'était absolument pas compétent jouer avec une centrale nucléaire. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le terrorisme, évidemment, parce que là on a Norman Spinrad avec nous qui a écrit ce roman Oussama, qui nous montre avec
sa clairvoyance habituelle, les risques du terrorisme. Norman, est-ce que tu penses que le terrorisme est une menace sérieuse qui pourrait entraîner une apocalypse nucléaire? Et est-ce que la science-fiction doit se faire l'écho de ce type de préoccupation? Parce qu'après tout, c'est des sujets qu'on a dans les James Bond aussi. Ah oui, voilà. Je parle français cette fois. Je crois que le problème des terroristes, tout ça, c'est très réel, c'est très dur, tout ça. Mais pour en conférence ici, dans en conférence en pôle littéraire, c'est une chose plus culturelle, plus psychologique. Et ça, c'est l'idée de Carl Jung, de l'archétype de la conscience collective. Et chez Jung, l'idée c'est l'archétype ancien, immortal, pas changé. Mais à mon avis, l'explosion nucléaire qui commence avec Hiroshima et Nagasaki pour être un nouvel archétype humain. Le peur de la guerre nucléaire, en effet, un certain amour pour la guerre nucléaire, comme The Big Flash, mon nouvelle dans un groupe de rock qui a fait le son de nucléaire. Et ça, c'est une chose, un archétype nouveau dans la conscience collective humaine, sur-conscience collective humaine. C'est plus fort comme la vraie chose, c'est l'idée, c'est l'image, et tout ça, c'est le peur de ça. C'est un petit explosion, c'est un archétype de la fin de le monde, de l'apocalypse. Et peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais quand la première explosion nucléaire était faite en Alamogordo, on dit Oppenheimer, maintenant nous sommes Shiva, le tueur du monde. Et ça, c'est l'archétype. Et c'est l'archétype aussi, c'est l'archétype de la guerre nucléaire, mais aussi d'autres méthodes pour faire la même chose. C'est un archétype maintenant, à mon avis, c'est promoté, ça existe dans le subconscience humain de tout le monde. C'est un grand peu de ça. Peut-être c'est un peu plus grand comme la réalité. Parce que nous avons la possibilité de peut-être l'autre terrorisme, cette possibilité de tout le biosphère avec autre chose, avec du virus, avec le réchauffage et tout ça. Mais l'explosion nucléaire, ça c'est un archétype dans une surconscience pour tous les apocalypses modernes comme ça. Et pour cette raison, je crois que ça c'est plus dur, plus général, plus universel comme le peur de la bombe iranienne, irakienne, nord-coréenne et tout ça. Et ça c'est une chose qui existe dans notre subconscious, tout le monde. C'est ça. C'est étonnant si quelqu'un veut prendre la parole, bien sûr. C'est étonnant pour moi, quand j'ai travaillé pour préparer cette table ronde, de relister les grandes apocalypses finalement en science-fiction et de voir, contrairement à ce que dit Norman est tout à fait juste, bien évidemment, le côté archétypal qui est en train de devenir la peur de l'apocalypse nucléaire. Et curieusement, dans la science-fiction, c'est finalement relativement peu traité par rapport à beaucoup d'autres apocalypses. Et par exemple, dans les livres de Thomas Day, c'est pas quelque chose qui t'intéresse, quoi. On a un récit quand même qui parle d'apocalypse chez toi, c'est le Lumière Noire dans l'anthologie Retour sur l'horizon, qui est un road movie
post-apocalyptique, mais apocalypse nucléaire est assez rarement. Rien ne vaut une bonne apocalypse nucléaire, je trouve, parce que ça crée plein de choses très intéressantes. Alors même rien ne vaut une bonne apocalypse. Moi, dans mes livres, j'aime bien détruire la Terre, j'aime bien la casser de toutes les façons possibles. Alors je l'ai cassée avec les informations, le fait qu'on soit complètement baigné dans l'information continue, et ça détruit la société, ça détruit les gens. Je l'ai cassé avec des virus, avec la singularité. J'aime bien tout ça. Et c'est vrai que si on réfléchit à la science-fiction et qu'on enlève les apocalypses, ben on perd Mad Max 2 pour le cinéma, c'est vraiment dommage. On perd Walter Miller Jr. Pour la littérature avec un cantique pour les Lipovitz, c'est vraiment dommage. On perd Fallout 3 pour les jeux vidéo, alors là c'est vraiment vraiment dommage. Et donc non, rien ne vaut une bonne apocalypse nucléaire, ça fait des bons films, des bons jeux vidéo, des bons bouquins. Et l'apocalypse nucléaire en fait, c'est la réappropriation du roman d'aventure. Aujourd'hui, la Terre, les satellites, tout ça, la Terre, on connaît vraiment, on est allé partout, les gens sont allés en Antarctique, en Arctique, dans les jungles, etc. Mais la Terre détruite, ben, c'est un nouveau territoire d'aventure. On peut de nouveau écrire des romans à la Mark Twain ou à la Jack London sur des nouveaux paysages, ils seront détruits, carbonisés. On va chercher des boîtes de conserve pour manger, on va chercher des bouteilles de Coca-Cola. Ça ouvre de très très bonnes possibilités. Oui, on pourrait rebondir comme ça. Enfin, effectivement, comme disait Norman, je suis assez d'accord, c'est devenu un archétype et au cinéma, en tout cas, c'est devenu un cliché. Il y a un nombre assez élevé, on va dire, de films qui effectivement sont sur l'apocalypse nucléaire. Il y a Where is Everybody, On the Beach avec Gregory Peck ou autre. On est dans cette ambiance de la guerre froide, mais le fait est que de toute façon, l'apocalypse nucléaire faisait aussi partie de la manière dont on niquait les enfants. Au cœur de la guerre froide, c'était une réalité à laquelle il fallait se préparer. Donc le fait de la mettre en scène n'impliquait pas un grand décalage, mais le grand film sur la logique de la guerre froide, et certainement le meilleur, c'est Dr. Folamour de Stanley Kubrick, avec vraiment une application systémique de la théorie des jeux et de son aboutissement ultime, hein, avec cette idée de toute façon que d'un côté en fait on a des avions qui sont envoyés par une aile très très belliciste du gouvernement qui doivent aller donc larguer des bombes sur l'URSS, et ils apprennent en fait, alors que les avions sont partis et qu'ils ont déjà coupé le contact et qu'ils ne peuvent pas donc arrêter la mission, que de l'autre côté l'URSS s'est préparée avec la Doomsday Machine. Et ce qui consiste en un principe extrêmement simple, pour dissuader toute attaque nucléaire depuis les États-Unis, ils ont enterré un nombre phénoménal de charges nucléaires dans leur sol, et en cas d'impact d'une bombe, tout pète et on part directement en hiver nucléaire, et c'est l'apocalypse. C'est un système absolument parfait. C'est le grand film, hein, dont le sous-titre est Comment j'ai appris à aimer la bombe et à arrêter de m'en faire. Et sinon, je repensais à cette horloge, pour prendre des choses un peu plus récentes. L'application magnifique de l'horloge nucléaire, c'est Watchmen d'Alan Moore, en précisant quand même un truc, parce que je vais essayer de pas tout mélanger, on va essayer d'aller vite. Sans tout mélanger, donc ce motif de la guerre nucléaire, il y a deux choses. Il y a d'une part, c'est devenu, le champignon atomique est devenu un cliché pour représenter la folie humaine. Je vais prendre un des pires exemples du cinéma de SF comme on n'aimerait jamais en voir. Prenons le 5e élément. Quand Lilou décide de savoir si l'humanité mérite d'être sauvée, est-ce qu'elle doit jeter un grand rayon d'amour sur la boule de mal absolu? Qu'est-ce qu'elle regarde? Des images à la télé où il y a des nazis et une bombe atomique. Je ne veux même pas essayer de compter le nombre de récits télévisés ou cinématographiques où on résume la folie humaine par un champignon atomique. Cette explosion, ou en tout cas ce plan esthétique du champignon atomique, a été complètement renouvelé par les Japonais, évidemment, et par l'explosion dans Akira, notamment, qui n'est pas en soi une apocalypse nucléaire, mais qui évidemment est complètement relié. Et si je reliais les deux entre Alan Moore, ce qu'il fait donc avec son récit qui est tendu vers l'arrivée vers l'horloge en fait et le déclenchement de l'apocalypse nucléaire, c'est juste pour dire un petit truc entre la BD et le film notamment. Zack Snyder essaye d'être fidèle à la bande dessinée, enfin en tout cas autant qu'il le peut, mais il y a un changement majeur à la fin et qui correspond tout à fait à ce changement d'imagerie. J'espère que je ne vais pas le gâcher pour personne, mais je pense pas. À la fin du film de Snyder, l'explosion atomique,
c'est une explosion pompée sur Akira. C'est quelque chose de très propre. C'est esthétique, c'est une forme géométrique. On est passé dans l'abstraction. Et il y a un contresens absolu par rapport à ce que fait justement la BD, dans laquelle les dernières planches sont des images de charniers, qui nous renvoient directement à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale. Donc on est dans quelque chose de complètement aseptisé, qui transforme complètement le sens de la chose. Oui. Alors tout à l'heure j'ai voulu faire le malin, je discute avec Daniel et je lui dis cinéma de science-fiction, lui il me parle tout de suite Japon, très bien, allons-y. Et je lui dis, ah ben chouette, Akira, on va parler d'Akira quand même, tiré de la BD d'Otomo, qui commence par une explosion nucléaire. Et là, à ma grande consternation, Daniel me dit, ben non, c'est pas nucléaire. Non, c'est pas nucléaire. Là, comme ça, froid, là. L'explosion. Non, je vais pas expliquer exactement tout ce qui se passe dans Akira avec ces petites explosions. Par contre, il est évident que si d'un côté, au moment de la guerre froide, l'idée présente de l'apocalypse nucléaire, qui va être effectivement énormément exploitée dans les films, est américaine, l'endroit, la civilisation qui l'a vécu de manière la plus directe, c'est évidemment le Japon. On en parlait tout à l'heure, c'est le seul pays, c'est la seule nation qui en a pris deux. Et il y a un rapport à l'apocalypse et à la fin du monde au Japon qui étonne énormément. C'est certainement l'endroit où les œuvres traitent le plus de la question post-apocalyptique, mais la traitent certainement le plus dans une logique de renaissance. Le peuple japonais est le seul qui est capable de survivre à la fin du monde parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Et on a, alors je prenais Akira parce que c'est certainement celle qui a eu le plus de succès, mais c'est assez typique, c'est-à-dire qu'on a un fantôme de la guerre nucléaire. Ils ont vécu l'apocalypse, ils se sont relevés, et ça fait plusieurs fois que ça se passe. Et les Japonais vivent toujours tout près de la fin du monde. Pour nous, ce serait une fin du monde, ce serait une catastrophe absolue. Les Japonais, non. Ils le savent. On pourrait prendre, je pourrais très bien prendre du Miyazaki, on pourrait prendre Nausicaa ou La Vallée du Vent, où ce n'est pas non plus. On est dans un monde post-apocalyptique. On ne sait pas si c'est une apocalypse nucléaire. A priori, c'est plutôt lié à une pollution successive. Mais le message qu'on va avoir dans énormément d'œuvres japonaises va pas être une image complètement désertique et désespérée de mutants difformes en train d'essayer de survivre. Ou ces images de désert, mais plutôt une réflexion sur la manière dont on va réussir à construire et à repousser. Ouais. Et c'est ce qu'on a aussi dans les récits de science-fiction, je suppose. La thématique de l'apocalypse nucléaire, c'est finalement l'apocalypse tout simplement. Les récits post-apocalyptiques, ne serait-ce pas les récits non pas de la fin, non pas de la fin du monde, plutôt de la fin de la civilisation et de l'avènement de quelque chose d'autre. Ça vous paraît pas être ça, messieurs? Éric Fichol, peut-être? Moi, je pense que c'est relativement plus compliqué que ça, dans la mesure où la science-fiction a réussi à s'approprier cette idée relativement tôt, et quand je dis relativement tôt, c'est avant les autres. Je pense en particulier à Solution non satisfaisante de Robert Heinlein, qui est un texte écrit en 1940 et qui discute les conséquences géostratégiques de l'existence des armes de destruction massive. Et c'est à tel point que c'était la seule analyse de ce genre disponible pendant la guerre. C'est celle qui a été largement lue à Los Alamos par les physiciens qui étaient en train de faire la bombe, au point que, après Hiroshima, ils ont fait venir Heinlein à Los Alamos pour les aider justement à créer l'association dont on parlait tout à l'heure, l'association des physiciens atomistes. Donc on avait effectivement dans un premier temps un traitement extrêmement sérieux, on dirait hard science, de l'apocalypse nucléaire, en analysant ses conséquences physiques, en comptant le nombre de morts, en comptant le sujet de solution non satisfaisante, c'est fondamentalement le fait que dans une société dominée par la bombe atomique, la seule réponse possible c'est la dictature, parce que à partir du moment où un missile est parti, à partir du moment où une attaque nucléaire est partie, on a des minutes pour répondre, et qu'on n'a pas le temps de réunir le Parlement, on n'a pas le temps de faire un référendum. Donc il faut un dictateur à la tête du pays qui ait le pouvoir de déclencher une guerre tout seul, ce qui est le contraire de la démocratie avant-guerre, même si ça paraît pas mal pour nous. Donc on a cette école très, très sérieuse, très tragique de l'apocalypse nucléaire dans la science-fiction, mais c'est l'école de l'âge d'or. Assez vite après, la science-fiction arrive à s'en amuser. Le même Heinlein, je crois que c'est en 53 ou 54, sort un texte comme Une année faste, Jackpots en anglais,
qui a été récemment publié en français aussi, dans lequel, au contraire, il joue avec l'idée. Jackpot, c'est l'histoire d'un statisticien qui repère des choses désastreuses en train de se produire dans le monde. Alors ça commence par des petits effets sociologiques rigolos, des filles qui se déshabillent dans la rue, mais comme il y en a plus que de coutume, ça intrigue le statisticien. Il compte le nombre de striptease spontanés et il fait des prédictions sur le nombre de striptease spontanés. Mais il y a aussi des petits défauts, des petits dérèglements climatiques, et puis il y a aussi tout un tas de choses. Et de proche en proche, il s'aperçoit que tous ces cycles convergent vers une seule date, qui n'est pas le 20 décembre 2012, mais qui est quelque part en 53. Juste donc le texte étant publié typiquement en printemps 53, il annonce la fin du monde pour la fin de l'année 53. On est dans cette logique-là. Et de proche en proche, parmi les choses les cycles qui regardent, il y a le cycle des guerres, et évidemment, on va avoir une guerre en fin 53, et puis il y a le cycle d'accident nucléaire. Effectivement, on arrive à une apocalypse nucléaire, on arrive à une guerre nucléaire entre l'URSS et les États-Unis, mais l'histoire ne s'arrête pas là du tout, parce que ça c'est pas la fin. Ils continuent à en rajouter après l'apocalypse nucléaire, jusqu'au moment où c'est le Soleil lui-même qui se transforme en nova. Alors là, effectivement, game over, on a fini. Mais la science-fiction, dès le début des années 50, arrive à s'amuser d'elle-même, à s'amuser de ses propres fantasmes et s'amuser de cette idée-là. Ce qui est pas forcément le cas des autres communautés. La science-fiction, la communauté de la science-fiction était suffisamment mature dès les années 40 pour se poser ce genre de questions avant même qu'elles ne soient pensables même par les physiciens eux-mêmes, par la majorité. Il y a bien sûr quelques individus qui réfléchissaient à cette chose-là. Mais les lecteurs d'Ascending étaient tout à fait capables de comprendre les éditoriaux d'alerte de Campbell sur ces questions-là. Et alors que le reste du monde et les journalistes s'angoissaient et commençaient eux à prendre les choses au sérieux, alors même qu'à la limite le danger était déjà derrière nous, les principaux dangers de l'époque étaient déjà derrière nous, la science-fiction, elle, arrivait à jouer, à esthétiser, à inventer des archétypes et à faire du post-apocalyptique littéraire. Oui, vas-y, Hugo, bien sûr. Norman aussi veut prendre la parole. Yeah. I'll try this one in English, I'll go back and forth, but Frederick Brown, who wrote a lot of really good, really short stories, like 1,000 words, 5,000 characters, even less, he wrote a thing, I won't go into the whole story, but the point of it was that our species was really lucky that we discovered and used nuclear weapons at the tail end of a big war. Because the other possibilities were that nuclear weapons could have been developed in the middle of a big war. For instance, by the Germany of Adolf Hitler, and as well as the Americans. And then we would have had a huge nuclear war waged by countries that didn't really know what they were doing. And they really could have, taken out much of the planet that way. Or there could never have been a Hiroshima and never a Nagasaki. And then you would have had a nuclear arms race between the Americans and the Russians, which was really happening afterwards, where they were competing to see who could make the biggest nuclear explosion. The Americans would do 5 megatons, the Russians would do 10 megatons. Oh, well, that's nothing, we'll do 15, 20, 25, 30, 50, 60. And the Russians finally set off a 100 megaton explosion. And the Americans said, okay, that's good, that's enough, you win. But if there hadn't been a Nagasaki and a Hiroshima, we wouldn't have known, I mean, at an archetypal level, on a scientific level, on a cultural level, what it really would have meant to have gotten into a nuclear war. And it would have been much, much more dangerous. And the point of Frederick Brown's little story was that other civilizations in the galaxy maybe were not so lucky and blew themselves to bits without knowing what they were doing in innocence. So in a way, it's also a kind of moral and philosophical thing.
that we, particularly Americans, used these weapons once, and then a whole guilt arose around it, around this archetype, which has prevented it, both a guilt and a knowledge of what this really was, because when Enola Gay was dropping the bomb on Hiroshima, they were doing some kind of radio broadcast. I thought it was like about this high, but I remember hearing this, and the pilots of the thing, when the bomb went off, they were saying, "Oh my God, oh shit!" They had no idea. I mean, they had a scientific explanation of what was going to happen, but they had no idea what this thing really was. And then they did. And if it had never been used, it could have developed into the hydrogen bombs and the 25 megaton bombs and something completely different without that moral and even aesthetic taboo around it. And it would have been much, much worse. And I think we should think about a fact here that we have had, meaning various people of this planet, have had nuclear weapons for more than half a century. And the Soviet Union fell apart and disappeared and never used them. The United States lost the war in Vietnam and never used its nuclear weapons. Even the French might have resorted to something at the time of Dien Bien Phu. French never did it. Nobody has ever done it. And I think in a kind of strange way, this kind of fear of nuclear weapons created a positive moral evolution in the worldwide culture of our species, that there are limits and you don't use these things. Because we do believe, scientifically right or scientifically wrong, that to get involved with even using a small one is to bring about an apocalypse and a catastrophe. Merci Norman, c'est vrai. Je ne sais pas si je peux me permettre d'intervenir, parce que du coup j'ai raté le début de la table ronde et je m'en excuse auprès de vous, et auprès de vous aussi. Moi, ce qui m'intéressait aussi d'aborder, je ne sais pas si ça a été fait du coup, c'est la question des survivants en fait, parce que finalement le point commun entre tous les textes, que ce soit en science-fiction jeunesse ou en science-fiction en tout court, c'est toujours la question des survivants, et moi c'est un des aspects que je voulais aborder. Finalement, la science-fiction a presque une incapacité quasi totale à penser une fin du monde, une apocalypse nucléaire complète en réalité. On en parlait un petit peu ce matin. On trouve toujours des récits de survivants, que ce soit New York, que ce soit par exemple Fritz Leiber, La L'unité verte, que ce soit encore d'autres récits comme ceux qui ont été déjà évoqués. C'est toujours des questions de survivants. Et même d'ailleurs dans le cinéma, on voit toujours, je pense aux survivants de la fin du monde, là aussi on est toujours dans la logique de ce qui va se passer après. Gilles, Thomas D évoquait tout à l'heure, hier plutôt, un cantique pour les Bovitz de Miller. Pareil, c'est toujours un récit de survivants. Et sa très belle novella Lumière Noire, qui a été citée tout à l'heure par Stéphane, et qui est dans Retour sur l'horizon, est encore une fois un récit de survivants. Et je crois que c'est ça qui fondamentalement intéresse la science-fiction. Donc la question qu'on pouvait se poser, c'est quelle est la part, aussi infime soit-elle, de récits où véritablement tout disparaît? Il n'y en a pas tant que ça. Il y a Le Monde enfin de Jean-Pierre Andrevon. Voilà, il n'y en a pas tant que ça. Oui, mais je pose une dernière question, parce qu'il faudra passer aux questions du public. On vous le dira tout à l'heure, on va un peu écourter cette table ronde malheureusement. Moi j'ai l'impression finalement que ces dernières années, ces récits de survivants suite aux apocalypses, bon pas seulement nucléaires, mais aux apocalypses en général, se font finalement beaucoup plus âpres, peut-être beaucoup plus sombres. Je pense à des textes comme, vous allez me dire ce que vous en pensez, hein, comme Octavia Butler, La parabole des talents, La parabole du semeur. Je pense en jeunesse au bouquin Scott Westerfeld, de toute la série des Uglies, Poeties, Specials, enfin, il y en a 4. Et puis La route de Cormac McCarthy aussi.
I just have to say one thing about this before we go, and that is, I think the greatest, in many ways, science fiction story written about survivors was a short story by Theodore Sturgeon called Thunder and Roses. And in this story, the Soviet Union has nuclear annihilated most of the United States. The entire country is radioactive. There are scattered groups of survivors existing, and that's all there is. That's all there is. And a small group of these survivors find a secret cache of American nuclear missiles that could be launched to retaliate against the United States, against the Russians who have killed the entire country. And these survivors who are dying have to make the moral decision of whether they use these weapons in revenge and destroy the Soviet Union as America has been destroyed. And it's a moral question, and in the end they decide not to do it and die without doing it so that something will survive. And it's a very great story because it's a very great moral story. I think it's the best thing written about nuclear survival that I can think of. Juste, je voulais dire quelque chose sur la façon de... Il y a beaucoup de livres post-cataclysmiques, il y en a même beaucoup en ce moment. Et je vois trois façons de faire ça. Il y a la façon fun, ça peut être fun de montrer une terre détruite, faire un roman d'aventure, etc. Il y a la façon sérieuse, et là ça peut créer des romans très déprimants et très très durs. Et puis on parlait de la route de Cormac McCarthy. C'est vrai que chez Cormac McCarthy, l'apocalypse nucléaire, c'est plus une façon de parler de la religion, des relations entre un père et un fils. Il utilise ce motif-là pour faire autre chose. Et moi, d'abord, je pensais pas le meilleur livre de McCarthy, loin de là, voire son plus mauvais. Mais surtout, c'est pas vraiment un livre de science-fiction. C'est juste un motif qui est utilisé par un auteur qui n'est pas un auteur de science-fiction pour raconter autre chose. Bon, il a choisi ce motif-là. Et je voudrais revenir juste sur Un cantique pour Leibowitz, qui est de Walter Weir Jr., qui est pour moi le plus beau des romans post-cataclysmiques, parce qu'il parle d'un truc qui est vraiment important. On parlait de la survie, mais la survie des gens. Dans Un cantique pour Leibowitz, c'est aussi la survie du savoir, de la connaissance, des acquis humains. Et je trouve que c'est un livre qui ne s'apitoie pas sur son sort, qui est très très drôle, même s'il y a des choses qui sont très dures dedans. Et on a, je pense, un peu perdu cette légèreté qu'on retrouve dans ce livre-là. Il n'y a plus vraiment de livres post-cataclysmiques comme celui-là, où à la fois on riait, où on s'inquiétait, où il y avait des questions sérieuses, où il y avait toute une palette. Maintenant, c'est vrai que c'est surtout assez monochrome, quoi. On va prendre quand même une question rapidement dans le public, au moins une question, s'il y a des volontaires. Hands up, please. Oui, il y a une personne devant ici. Le monsieur, un monsieur aux cheveux longs. Curieux ça. Bonjour, il y a quelque chose qui me semble intéressant dans vos propos, notamment quand vous parlez du fait qu'il y ait une toile morale qui soit dégagée maintenant, que ce soit devenu un archétype, la société post-apocalyptique. Il me semble qu'il y a quelque chose qui émerge depuis longtemps, peut-être depuis les années 60, mais on le voit par exemple, vous parliez de Fallout tout à l'heure, donc le jeu vidéo, et moi je pense aussi à Fallout New Vegas qui se passe encore bien longtemps après. Il me semble que la société post-apocalyptique peut être aussi très très intéressante, non pas en termes de ce qui se passe juste après, mais en termes vraiment d'un début qui peut être très très éloigné dans le temps. Et je vois dans ce jeu Fallout New Vegas, et je pense à un autre roman, un roman bon, vous avez évoqué, qui est Dr. Blood Money, Philippe Dick. de Philippe Dick, qui présente vraiment des apocalypses qui sont assez lointaines et dont l'avant a presque été oublié, et où quelque chose de vraiment très très différent s'est construit dessus. Et je pense que c'est le fait que ce soit devenu complètement un archétype. La société post-apocalyptique peut vraiment devenir une société à part entière, plus qu'une société post-apocalyptique dans certaines œuvres de fiction. Et voilà. Daniel Tron va prendre la parole. Oui, pour faire un peu vite. Oui, de toute façon, ce qui est intéressant dans une apocalypse, c'est qu'on a tendance dans le langage commun à considérer qu'apocalypse est synonyme de fin du monde, mais le fait est, comme le disait Thomas tout à l'heure, une apocalypse c'est avant tout une révélation.
C'est ça. Hein. Et dans une logique, dans notre bassin culturel, l'Apocalypse, c'est le début. C'est le retour d'un royaume. Donc, c'est déjà, je dirais de toute façon, l'Apocalypse, le fait qu'il soit nucléaire marque plus la période à laquelle on va projeter cet Apocalypse. Mais effectivement, soit on a des récits où l'explosion nucléaire va être l'aboutissement du récit, donc on va avoir cette espèce de suspense et là, bam, et le récit s'arrête là. Dans ceux qui développent des sociétés post-apocalyptiques, oui, ce qui intéresse, c'est le renouveau qu'il y a derrière. Ça permet d'avoir une page blanche, on redécouvre en fait le western, on se refait une table rase et on peut repartir derrière dans un royaume. Tout à fait, donc effectivement, oui, ce qui est intéressant, c'est on repart à zéro. Quelqu'un d'autre? Ouais. Je vais juste dire un truc sur Fallout, la série de jeux vidéo. Ce qui est fascinant dans cette série, c'est que c'est la collision de deux choses différentes. Il y a le côté post-cataclysmique et aussi le côté, ça se réfère à un univers des années 50, 60, et en fait vraiment le moment où ça a commencé, où au cinéma on allait voir Tarantula et on allait voir des insectes gigantesques qui avaient été irradiés, etc., etc. Et moi ce que j'adore dans Fallout, c'est qu'il y a un travail esthétique qui est fabuleux. Il y a un travail presque chronique sur qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu une guerre nucléaire dans les années 50. Et c'est une vraie création de l'univers. Et elle est d'une richesse qui est digne d'une œuvre littéraire. Moi, ça m'a fasciné, personnellement. C'est vrai que toute l'intro de Fallout 3 sur Duck and Cover, hein, qui étaient les grandes notices qu'on donnait aux enfants, si jamais vous entendez un grand boom, vous baissez, vous allez sous une table. Et Antoine, ça arrive. Si, ça servait, c'était pas du Ikea. Ah bon, alors ça va. Une bonne table, c'était bien. On va peut-être s'arrêter là. Tu prends la parole, Hugo? Oui, volontiers. Alors, un petit peu exceptionnellement, en fait, on a légèrement réduit la table ronde. C'est moi qui l'ai voulu et j'ai demandé à Stéphane aussi d'être partenaire avec moi sur ce point-là. Faire un festival de science-fiction, c'est aussi rendre des hommages, bien sûr, à nos origines, bien sûr, mais aussi faire parler et faire intervenir toutes les nouvelles générations. Il y a eu beaucoup d'hommages dans ce festival, il n'est pas fini. Il y a eu un hommage à Ray Bradbury, on a parlé de Chroniques martiennes. Il y a un hommage à Philippe K. Dick, bien sûr, hommage à Isaac Asimov, puisque c'était aussi l'anniversaire de sa disparition. Hier, on a eu un hommage très émouvant à Roland C. Wagner, qui était un auteur de tout premier plan parmi les auteurs français. Et il y a quelqu'un d'autre qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer en table ronde, malgré tout le travail et toute l'équipe, on n'a pas réussi à évoquer en table ronde sa mémoire, mais je tenais quand même à le faire ce soir, et j'en ai parlé avec Stéphane, qui était parfaitement d'accord, et avec toute l'équipe d'organisation. On voudrait aussi dire quelques mots à la mémoire de Jacques Guamard, qui était, s'il en est un intellectuel en science-fiction, qui a été directeur de collection, qui a été essayiste, et qui nous a quittés cette année après une longue et difficile maladie. Et je promets, en tant que délégué artistique, que l'année prochaine, il y aura un hommage plus développé à Jacques, et une table ronde notamment consacrée à son travail critique extrêmement important. Alors ce que je propose, c'est Stéphane va vous faire une petite présentation de son parcours, et puis j'interrogerai ceux qui le veulent parmi nos intervenants d'aujourd'hui pour dire quelques mots sur le rapport ou la connaissance, peut-être le rapport humain tout simplement, qu'ils avaient avec Jacques Guamard dans les 10 minutes qui nous restent. Voilà. Merci. Alors, la Cité des Congrès, enfin, on n'a rien pu préparer pour Jacques parce que malheureusement, il est décédé le 25 octobre dernier. Voilà, là, tout était calé, les choses étaient difficiles à modifier. J'ai pas l'habitude d'avoir des feuilles sous les yeux, donc vous devez vous demander pourquoi je les ai. J'ai voulu parler de Jacques parce que d'abord c'est un des grands hommes de la science-fiction, c'est un des pionniers de la science-fiction en France, et puis pas que ça, je vais vous développer ça. Et puis j'ai commencé à me dire, je vais me faire un petit pense-bête, hein, vous savez que quand j'ai un micro aux mains, j'oublie les titres et les noms des gens qui sont là. Je vais noter 2-3 trucs sur ce qu'a fait Jacques, j'en ai 3 pages. Alors je ne vais pas vous affliger la litanie, mais le travail de Jacques dans la science-fiction a été fondamental. C'est quelqu'un qui a façonné dans un sens les milieux de l'imaginaire, parce qu'il n'y avait pas que la science-fiction.
à sa manière, et c'est quelqu'un qui a une importance vraiment considérable à plusieurs raisons. Alors tout d'abord, Jacques Goimard a commencé à faire son apparition dans le paysage en tant que critique littéraire, tout d'abord dans la revue Fiction, et puis après on l'a retrouvé dans la plupart des revues consacrées à la science-fiction, puisque Jacques a toujours été une personne extrêmement jeune d'esprit, extrêmement enthousiaste, et qui a toujours accepté les collaborations qu'on lui demandait, voire qui a toujours voulu être partout, et qui me racontait une fois comment il a participé pratiquement à la naissance de Métal Hurlant avec les petits jeunes aux culottes courtes qui venaient le voir à ce moment-là, et puis aujourd'hui on les voit à la télé et on n'imagine pas quoi. Jacques Goimard également évidemment a été critique littéraire pour Le Monde, où il parlait essentiellement de la science-fiction. Il a parlé d'art également, il aimait beaucoup l'art, et puis surtout il a beaucoup parlé de cinéma. Cinéma qui était très important pour lui, puisque tout d'abord c'est la chaire qu'il occupait à l'université, il enseignait le cinéma. Il était dans le comité de rédaction de la revue Positif, il a bossé pour l'avant-scène, il a fait un scénario d'un téléfilm adapté, monté à l'écran en 1974 par Jean Denel. Il a également travaillé comme anthologiste dans le polar avec Michel Lebrun, qui était également quelqu'un de très important dans le polar. Ils ont fait une anthologie ensemble au tout début des années 90, le Livre Noir du Crime. Et puis on le retrouve également au sommaire des plus grandes revues universitaires françaises, entre autres la revue Europe. On le retrouve dans les revues de vulgarisation littéraire, si on peut dire, comme le magazine littéraire. Et puis surtout, ses autres contributions, c'est tout d'abord, il est un des concepteurs de la grande anthologie de la science-fiction avec Gérard Klein. Jacques Goimard a fait quelques préfaces pour cette anthologie, puis après on connaît tout le travail de Gérard Klein, puis c'est les préfaces de Gérard bien sûr. Et il a lui-même lancé la grande anthologie du fantastique avec Roland Stragliati, qui est un ouvrage absolument incontournable encore aujourd'hui. Enfin, je parle de la grande anthologie de la science-fiction de Gérard Klein tout à l'heure, qui est encore une des bibles dans lesquelles tout le monde pioche, on lit les nouvelles, on lit les préfaces bien sûr. Donc la grande anthologie du fantastique avec Roland Stragliati. Je continue, l'année de la science-fiction et du fantastique, c'est lui qui la lance chez Julliard, il y bosse pendant 5 ans. Et puis surtout, Jacques Goimard, c'est la personne qui a lancé, à l'époque on appelait cette maison d'édition Presse Pocket, c'est lui qui lance la collection science-fiction chez Presse Pocket, avec un catalogue extrêmement éclectique, qui va lentement glisser vers la fantasy, puisque Jacques Goimard était extrêmement érudit, extrêmement éclectique, lisait à peu près tout ce qui bougeait, et avait envie de nous faire lire tout ce qu'il aimait. C'était quelqu'un qui était très gourmand, c'était absolument sans fin, quoi. Donc on a découvert les maîtres de la fantasy en France grâce à lui dans cette collection Pocket, et puis il a lancé les collections grand format par la suite chez Fleuve Noir. Il a participé aux collections du Fleuve Noir avec Patrice Duvic. Enfin, vous voyez, c'est un véritable catalogue qui n'en finit pas. Je tiens à dire quand même 2 dernières choses avant de s'arrêter là, puisque le travail critique de Jacques Goimard est un travail très important. Je vous renvoie à 4 ouvrages qui ont été publiés dans la collection Agora chez Pocket, qui sont encore une fois des bibles pour les chercheurs. La critique de la science-fiction, critique du merveilleux et de la fantasy, critique du fantastique et de l'insolite, et la critique des genres. Et je vais finir enfin par le dernier travail de Jacques, le dictionnaire encyclopédique des littératures de l'imaginaire, apparaître aux éditions La Talente l'année prochaine, parce qu'on va la finir. Bien sûr. Voilà, je suis donc le dernier collaborateur de Jacques. Et on a décidé avec La Talente, on s'est encore réunis ces derniers jours, de la finir. Donc voilà, je lance un appel à tous les contributeurs du dictionnaire qui sont ici, et puis tous les autres. On continue à bosser, et puis c'est sûr que l'état de Jacques ne nous a pas aidé à avancer très vite, et puis on a tous remis le métier sur l'ouvrage, et puis on travaille, on l'a fini pour lui, parce qu'il faut que ça sorte. Voilà. Merci beaucoup, merci Stéphane. Donc ce dictionnaire qui verra le jour, parfois dans la vie, les plus beaux projets mettent beaucoup de temps à aboutir. Moi je me permettrai simplement d'ajouter quelque chose. Mon rapport avec Jacques Goimard à titre personnel était un rapport très tardif. Moi je l'ai connu très tard, mais avec Eric ici présent et Daniel qui était là aussi, moi j'ai un très bon souvenir de Jacques Goimard, grand monsieur, grand intellectuel de la science-fiction comme il en est. Je pense notamment à Gérard Klein aussi bien sûr. Il était présent au colloque international de Nice, le colloque international de science-fiction de Nice en 2005,
nous avions organisé ce colloque avec Denis Terrel, Eric et moi, et notamment Daniel était aussi présent. Et ben voilà, moi j'ai ce souvenir déjà d'un vieux monsieur extrêmement cultivé, extrêmement fin dans ses analyses, assis au premier rang et qui ferraillait, qui discutait de thématiques de science-fiction les plus pointues avec Xavier Mauméjean, avec Michel Pagel, avec tous les universitaires présents. Et c'est un beau souvenir. Si peut-être vous voulez ajouter quelque chose. Juste un mot, en fait, j'ai la même expérience qu'Hugo. J'ai connu Jacques relativement tard, en 2005. Il était déjà malade. Je l'ai revu à plusieurs reprises, des colloques, à Cerisy en particulier, où son état empirait. Il parlait de ce foutu Parkinson. Je dois dire que j'ai toujours été très impressionné par sa capacité à totalement faire abstraction de cette maladie. À Nice, il était joyeux, effectivement. Il a été prompt à sauter sur toutes les bévues des organisateurs, à faire rire à la salle avec ses plaisanteries, alors même qu'il souffrait déjà. Je l'ai revu à Cerisy à plusieurs reprises où il disait ses contributions, parce qu'il n'était plus en état véritablement de les improviser. C'était le même niveau de communication scientifique, littéraire, que ce qu'il pouvait faire 30 ans plus tôt, mais il butait sur les phrases, mais il était là quand même, il les disait de façon absolument claire et lisible, malgré les bégaiements. Et il insultait son Parkinson au passage, mais il le faisait, mais il contribuait, et il est resté jusqu'au bout, en dehors de cette souffrance permanente. Effectivement, un universitaire l'un des rares universitaires français à avoir travaillé à très haut niveau sur la science-fiction, et un joyeux camarade, malgré tout, amical pour ceux qu'il fréquentait, et capable de faire rire une salle alors même qu'il souffrait terriblement. Moi, ça me fait penser à une anecdote. Pour vous dire, c'est un homme curieux de tout. Bon, je suis désolé, je vais vous dévoiler un de mes défauts. Là, je suis confus. Moi, je me souviens de Jacques chez moi un soir, quand je me suis allumé la télé pour voir une finale de Coupe d'Europe de foot avec Monaco qui jouait. Jacques qui me dit: Stéphane, je veux comprendre ce que c'est ce machin, tu m'expliques? Et on s'est tapé le match tous les deux. Merci. Dernier mot, critique de la science-fiction, c'est en pocket, c'est disponible. Dans la collection Agora. Oui. Dans la collection Agora, une excellente lecture que vous pouvez faire si vous ne l'avez pas encore faite. Et puis vraiment voilà, merci pour nous avoir permis de faire cet hommage. Désolé d'avoir un petit peu écourté la table ronde, hein, je m'en excuse auprès des intervenants. Et puis bonne continuation aux Utopiales, et l'aventure n'est pas terminée. Voilà. Et à bientôt, donc, et merci pour le traducteur, comme d'habitude. Merci.